Merci Karim. Donc les politiques publiques essentielles dans la construction du modèle de développement industriel africain, ainsi que l'intégration dans les chaînes de valeur et bien sûr toute la partie régulation et aussi cohérence avec le secteur privé. Je pense qu'on a des représentants de pays amis que sont le Sénégal et le Tchad qui vont très certainement partager avec nous leur vision des choses. Je vais commencer par M. Babacar Nding. Vous êtes directeur général adjoint du bureau d'opérationnalisation du plan Sénégal émergent. Donc, mettez en cohérence les politiques publiques. Donc, si vous pouvez nous parler de la stratégie industrielle du Sénégal, comment le Sénégal compte développer son nouveau modèle industriel et à ce stade, quels sont les enseignements que vous en tirez pour partager avec tous ceux qui sont là. Merci bien. Je me joins aussi aux félicitations des organisateurs pour organiser un thème aussi vital pour la marche du continent vers son affirmation économique. Effectivement, en fait, le Sénégal n'échappe pas à la règle. La question s'est posée. Je pense même avant de parler du cas sénégalais, il y a une phrase qui est importante que M. Zinsou a citée tout à l'heure en disant que pour un peuple, il était important la confiance en soi. Le Sénégal est un pays qui, pendant plus de 30 ans, 40 ans, faisait des plans, mais cherchait systématiquement à réduire la pauvreté. C'est la première fois dans l'histoire du Sénégal qu'il y a un plan qui cherche à dire finalement on ne cherche pas à réduire la pauvreté, on cherche à devenir un pays riche. Et je pense que ce changement de mindset est assez emblématique, symptomatique en fait de ce qui se passe actuellement, en fait, de cette aspiration de la jeunesse, des peuples, en fait, à un mieux vivre, à un avenir meilleur. Alors par rapport à ce mieux-être, d'être un pays riche, la question qui se posait c'est comment faire. Quand vous avez un pays où 95% de la population est dans l'informel, donc la population active, et que vous avez quasiment la moitié du PIB qui est généré par le secteur informel. Donc la réponse à ça, c'était l'industrialisation, pour 3 raisons. La première, vous l'avez dit tout à l'heure en introduction, il y a beaucoup d'investissements dans l'agriculture au Sénégal pour moderniser l'agriculture. Donc le corollaire, c'est qu'il y a des destructions d'emplois. Donc il faut trouver en fait l'occupation pour ces personnes. La deuxième raison, c'est l'industrie apparaît comme un levier puissant pour créer de l'emploi formel, donc pour en fait aussi formaliser l'économie. Juste quelques benchmarks. Quand vous prenez par exemple aujourd'hui Foxconn, qui est un géant de l'électronique, qui est taïwanais mais basé en Chine, en 2012, Foxconn comptait 1,3 million d'employés. Il n'y a que dans l'industrie que vous pouvez voir des chiffres pareils. 1,3 million d'employés, dont 1,2 million en Chine. Alors, dans le cas du Sénégal, l'idée c'est de dire, très bien, comment amorcer en fait cette dynamique d'industrialisation, ou plutôt de réindustrialisation, au vu de 3 facteurs ou avantages comparatifs qu'avait le pays. 1, sa population jeune et relativement bien éduquée. 2, sa position géographique, à côté des marchés européens et américains. 3e, la stabilité politique. Donc l'idée c'était de dire, très bien, on va capitaliser sur ces 3 choses. Stabilité politique, donc attirer de l'investissement privé étranger, des IDE, pour pouvoir investir massivement en fait dans l'industrie. Également, deuxièmement, utiliser la population jeune et assez bien formée, donc qui peut très vite monter en compétence sur en fait de nouveaux métiers pour pouvoir capter les délocalisations internationales. Je pense que vous êtes sans doute au courant. Aujourd'hui, la Chine prévoit de délocaliser près de 85 millions d'emplois dans le monde, parce que la Chine est en train de faire une transition, une deuxième transition, pour passer en fait d'une industrie intensive en main-d'œuvre vers une industrie intensive en capital. Et le 3e axe en fait de ce plan, c'est de dire utiliser le levier que le Sénégal a avec des accords avec l'Union européenne, les États-Unis, mais également la CEDEAO, pour pouvoir dire être une base de production et augmenter ses taux de transformation des produits agricoles. Donc la stratégie se limite finalement à 3 initiatives fortes et 2 réformes structurantes. La première initiative, c'est de créer des parcs industriels avec cet objectif de capter ces délocalisations d'industries internationales qui sont à la recherche de bases en Afrique, où ils pourraient soit optimiser leurs coûts de production, soit avoir un accès plus facilité à la matière première. Deuxième élément, c'est de réussir quelques paris industriels. Ça oublie plus une logique en fait de complexification de l'industrie, du tissu industriel, en essayant en fait l'État essaie cette fois-ci de jouer plutôt un État, on va dire animateur, coordonnateur, qui va essayer en fait de faire essaimer tout un tissu de PME, PME autour d'industries fortes et qui œuvrent dans des domaines assez complexes sur le plan industriel. Juste à titre de benchmark, au Sénégal par exemple, il y a l'industrie de transformation du phosphate qui fut un temps, faisait juste de l'engrais. Et à cette époque-là, il y avait juste autour d'une seule entreprise, il y avait près de 2000
un réseau de 2000 PMI, PME qui gravitaient autour et qui s'occupaient en fait de petits services pour cette entreprise-là. Donc il y a un effet d'entraînement qui est assez important. Donc ce qu'on a appelé un peu le pari industriel, je pense que ce que le Maroc a réussi aujourd'hui avec Tanger, avec Renault, avec aussi l'aéronautique. Le troisième axe d'intervention, c'est des agropoles, des pôles de transformation des produits agricoles. Au Sénégal, le ratio en fait, de transformation des produits agricoles est encore assez faible. En 2012, si on prend en fait le PIB de l'agro-industrie sur le PIB global d'agriculture, on tournait à peine autour de 18%, 18-20%. Et quand on prend en fait ce qu'on appelle le ratio de couverture, c'est-à-dire en fait tout ce que nous consommons comme produits alimentaires transformés, agricoles transformés, on regarde ce qui a été transformé au Sénégal et ce qui a été consommé au total, on tournait autour de 60%, alors que des pays comme la Malaisie sont à 200%, l'Afrique du Sud à 97%. Donc avec ces trois axes, l'idée c'est d'augmenter de la valeur ajoutée dans les produits agricoles, avec les investissements massifs en agriculture, des parcs industriels dans une logique de créer de l'emploi formel pour des profils très peu qualifiés, et des paris industriels pour continuer à stimuler la complexification du tissu industriel. Il y a deux réformes structurantes qui accompagnent en fait cette politique industrielle. La première réforme, c'est la mise en place de zones économiques spéciales. Avant l'arrivée du plan Sénégal émergent, le Sénégal avait essayé pendant 10 ans à mettre en place des zones économiques spéciales sans succès. Et là, depuis le nouveau plan de développement, en quasiment 2 ans, la première zone économique spéciale a été mise en place, aussi bien sur le plan juridique, sur le plan des textes, mais également sur le plan physique. La deuxième réforme structurante, c'est une réforme qui a été appelée alignement de la formation professionnelle sur les besoins de l'économie. Je pense qu'on en a parlé tout à l'heure. Au Sénégal, ce problème est un problème qui est assez pointu, en fait. Le système éducatif sénégalais forme beaucoup de personnes, mais malheureusement, on les forme comme si on était un pays développé. Donc, le système va former, en fait, beaucoup de personnes en marketing, dans le droit, des docteurs, dans plusieurs domaines. Malheureusement, en fait, l'état actuel de notre économie a du mal à absorber tous ces profils qui sortent. On l'estimait en 2012 à peu près à 200 à 300 000 jeunes qui allaient dans le marché de l'emploi chaque année. Et que les pays avaient des difficultés en fait, à créer autant d'emplois formels. Ce qui fait que finalement, il y en avait une grande partie en fait, de la jeunesse qui n'avait pas d'avenir dans leur propre pays. Donc cette réforme vise en fait, et c'est déjà en cours, ça a été assez pragmatique. C'est une démarche qui a pris les projections en fait, d'investissement de l'État ainsi que des acteurs privés dans le plan Sénégal émergent pour regarder quels sont les secteurs porteurs sur les 10-15 prochaines années et à convoquer toutes les universités et les écoles de commerce pour réaligner l'offre de formation sur ces nouveaux métiers. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est des investissements assez importants de l'État dans la formation professionnelle, dans les métiers. Donc, avec ce qu'on a appelé des ISEP, ce sont des instituts de formation professionnelle, d'enseignement professionnel. Il n'y en avait quasiment pas au Sénégal. Là, actuellement, dans le pipeline de projets, il y en a 14 qui sont en cours de réalisation et qui vont permettre à des profils de Bac-2 à Bac+2 d'avoir un métier aligné avec les priorités économiques et stratégiques de l'État et de pouvoir maximiser, en fait, on va dire, le taux de pouvoir s'insérer dans le tissu économique. Vous m'avez posé une question en me demandant où est-ce que nous en sommes actuellement. Alors, aujourd'hui, au moment où nous parlons, le premier parc industriel est déjà construit avec un objectif de 1000 emplois. C'est une zone économique spéciale. C'est quasiment rempli avec des industries dans le light manufacturing. La première zone économique spéciale également est opérationnelle avec des mesures extrêmement incitatives. Et les deux réformes dont je vous ai fait mention tout à l'heure également sont en cours d'exécution. L'alignement, par exemple, des curricula. Aujourd'hui, quasiment tous les curricula au Sénégal ont été revisités et alignés par rapport en fait, à cet effort de transformation de l'économie. Il y a également des défis, je pense que je vais conclure par ça. Mon voisin en parlait tout à l'heure. Un des grands défis, en fait, quand un État se met à piloter ce genre de transformation structurelle, c'est déjà un premier défi de communication avec les acteurs. Donc, par exemple, quand vous prenez le secteur privé d'un pays, dès l'instant où l'État parle de zone économique spéciale, il y a une crainte de créer des distorsions. Disant, dans les zones économiques spéciales, ils vont avoir des mesures incitatives, ils vont avoir de l'infrastructure financée par l'État, et parfois il y a un risque qu'ils se mettent en compétition, parfois frontale ou indirecte, avec des acteurs qui ne sont pas dans la zone économique spéciale. Donc il y a énormément de craintes en fait où l'État doit jouer un rôle parfois au-delà de facilitateur, mais parfois même un rôle de psychologue pour pouvoir en fait amorcer ces craintes. Deuxième élément, c'est dans les capitaux. Parce qu'en fait, c'est des investissements assez lourds et très souvent, l'État a besoin d'aller vite.
Or, le secteur privé a besoin d'avoir des gages en fait, assez importants de la part des pays, notamment dans les pays africains, pour pouvoir s'investir. Donc, ce qui a été mis en place dans le cas du Sénégal, c'est l'État lui-même, en fait, à utiliser l'argent public comme un levier pour lever de l'argent privé. C'est-à-dire, pour les grands projets, comme pour les parcs industriels, l'État démarre en faisant une zone pilote opérationnelle et les phases 2, phase 3 du même parc sont faites avec des investisseurs privés qui, vu le succès, ou en tout cas le succès escompté de la phase 1, sont beaucoup plus en fait enclins à mettre des investissements purement privés pour pouvoir continuer en fait à réaliser ces projets. Voilà de façon très synthétique ce que je peux partager avec l'audience sur l'expérience du plan Sénégal émergent.